Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire cette semaine. Nous allons analyser les diverses leçons à tirer des sanctions américaines contre Laurent Lamotte. Il faudra nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi on sanctionne Laurent Lamotte maintenant, tandis que c'était de notoriété publique? Laurent Lamotte est un corrupteur, Laurent Lamotte est un dilapidateur de fonds publics, Laurent Lamotte est un assassin. Pourquoi on le sanctionne maintenant? Pourquoi on sanctionne Laurent Lamotte et pas Michel Martelly? Ces deux-là volaient ensemble. Les plans pour voler, les plans pour dilapider, les plans pour détourner des fonds publics étaient conçus conjointement par Laurent Lamotte et Michel Martelly. Laurent Lamotte était ministre de la planification dans le premier gouvernement de Michel Martelly, qui a eu Gary Conille comme un premier ministre, mais c'était à toute fin pratique un gouvernement éphémère. Tout de suite après la chute provoquée de Gary Conille, à la fois par Laurent Lamotte et Michel Martelly lui-même, Laurent Lamotte a été fait Premier ministre. Il est resté Premier ministre pendant, ma foi, environ 2 ans. Mais Michel Martelly a complété son quinquennat. Tout le monde sait que la marque de commerce du PHTK, l'ADN même du PHTK, c'est la kleptocratie, c'est-à-dire gouverné par le vol, mais c'est aussi la kleptomanie, l'amour du vol. Ce sont des gens qui prennent plaisir à voler. Ce sont des gens pour qui le vol, la dilapidation, le détournement des fonds publics sont une valeur. Mais si on sanctionne Laurent Lamotte, qui n'est resté que 2 ans comme chef de gouvernement, la question qui se pose, c'est pourquoi pas Michel Martelly?
Ou une autre question, c'est quand on va sanctionner Michel Martelly publiquement? C'est à quand son tour? Parce que on ne peut sanctionner Laurent Lamotte sans sanctionner publiquement Michel Martelly. Ça, je vous le dis. Vous me suivez déjà depuis 2 ans. Quand je vous cite quelque chose, vous me prenez au sérieux, c'est ce qu'il faut, et vous voyez que ce que je dis s'avère. Ce que je dis se vérifie. On ne pourra pas passer trop longtemps sans sanctionner publiquement Michel Martelly. C'est vrai que Michel Martelly subit des sanctions nominales du Canada. Michel Martelly ne fait pas affaire au Canada. Il est bruit, au dire de mon invité, crédible d'ailleurs, Nord-Luc d'Orange, que les comptes de Michel Martelly sont bloqués depuis au moins le mois de septembre-octobre, ainsi que les comptes bancaires de son épouse, non moins voleuse, remarquez, non moins kleptomane, non moins kleptocrate, ce sont des bandits. Mais les États-Unis ne pourront pas attendre trop longtemps avant d'annoncer publiquement que Michel Martelly est lui aussi sous sanction. La question est la suivante. Vous savez, il y a tout un chapelet de questions qu'il faut se poser. Est-ce que les États-Unis d'Amérique pourront interdire à Michel Martelly l'entrée ou tout séjour sur le territoire américain, comme on l'a fait pour Laurent Lamotte? On le savait, détenteur de résidence américaine. Est-ce qu'il l'avait remise, cette résidence-là, Laurent Lamotte, au moment où il est devenu chef de gouvernement d'Haïti? En tout cas, on ne savait pas qu'il avait remis sa résidence. Mais ça prouve une chose. Ça prouve une chose. Donc il y aura au moins cette leçon à tirer de cette chose. Mais ça prouve une chose, disais-je, c'est que quand les nations malveillantes veulent se débarrasser d'un vieil ami, il y a toujours une disposition législative qui leur permet de le faire. Je le disais, on savait que Laurent Lamotte était détenteur de résidence permanente et ça ne date pas d'hier. Laurent Lamotte a toujours vécu aux États-Unis depuis sa jeunesse. Or là, Anthony Blinken annonce l'interdiction du territoire américain à Laurent Lamotte. Est-ce qu'on va pouvoir le faire pour Michel Martelly? Quel est son statut? On le savait jusque-là, détenteur de la citoyenneté américaine. Lorsque la chose a été ébruitée par, n'est-ce pas, Moïse Jean-Charles, eh bien, le département d'État, l'ambassade des États-Unis en Haïti a menti en disant qu'il n'était pas américain, mais tout le monde savait qu'il l'était. Il a dû donc avoir renoncé à cette citoyenneté américaine. Quel est son statut depuis qu'il s'est installé aux États-Unis? Est-ce qu'il a le statut de résident permanent? On sait que c'est un statut qui est révocable. On ne pourra pas, répétais-je, prendre langue encore longtemps avec Michel Martelly sans le sanctionner maintenant qu'on a sanctionné Laurent Lamotte. Beaucoup de choses à se dire ce matin. Il y a un certain nombre de leçons à tirer. Si vous avez pris le temps de visionner l'imagette, le flyer qui annonce l'émission, notre valeureux technicien nous a présenté une mosaïque de photos qui illustre la proximité de Laurent Lamotte avec l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela White. Laurent Lamotte est celui qui a introduit Michel Martelly à Pamela White. Ces deux-là, Pamela White et Laurent Lamotte, c'étaient d'excellents amis. Ceux qui fréquentaient ces gens-là disent, non sans raison aucune d'ailleurs, que Pamela White et Laurent Lamotte copulaient. Donc, ils étaient très proches. Et même lorsque Pamela White est partie d'Haïti à titre d'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, mais elle continuait
a emmené large dans les relations étrangères des États-Unis en ce qui a trait à Haïti. Vous vous souvenez de cela? Je vous en ai parlé ad nauseam. Quelques semaines avant l'assassinat commandité de Jovenel Moïse par les États-Unis, c'est Pamela White qui a été invitée par la toute-puissante Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Cette vidéo a fuité depuis. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit dans cette audition? Il dit, écoutez, il faut mettre KO le président actuel. Il faut le mettre KO parce qu'il flirte avec la Turquie dans notre dos. Il faut le mettre KO parce qu'il flirte avec la Russie dans notre dos. Au point, on le verra, qu'il a accrédité l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Port-au-Prince. C'est un ambassadeur non résident. Il réside plutôt à Cuba, mais il est aussi ambassadeur de la Fédération de Russie à Port-au-Prince. Et donc, Pamela White a dit devant la toute-puissante Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, il faut mettre KO le président haïtien. Et il fut mis KO. Il a été assassiné, il a été supprimé. Et, continua Pamela White, il faut y aller avec la PM option, ça veut dire l'option du Premier ministre. Et vous notez que près de 2 ans après l'assassinat commandité de Jovenel Moïse par les États-Unis d'Amérique, il faut rappeler les choses. Mais on est toujours avec la PM option, on est toujours avec l'option du Premier ministre. Donc c'est le plan de Pamela White qui se poursuit. Autant dire, Pamela White demeure influente au sein du département d'État, le département d'État d'Anthony Blinken, le département d'État de Joe Biden, c'est le département d'État de Bill Clinton. Vous savez, quand quelqu'un doit prendre le pouvoir, les gens souvent se trompent. Le président américain ne décide pas tout seul de tout. Et ce n'est pas vrai qu'un vieux routier, un faiblard comme Joe Biden, on l'a vu tomber dernièrement. Là. Ce n'est pas vrai que Joe Biden a le temps de s'occuper d'Haïti, donc il va y avoir un jeu d'intrigue au sein du département d'État et il y a des groupes d'influence qui se partagent le monde. Les Clinton réclament Haïti. Ils y brassent des affaires. Ils y placent des présidents. Ils y placent des premiers ministres. Donc, le département d'État d'Anthony Blinken, c'est le département d'État des Clinton. Et qui dit le département d'État des Clinton, c'est le département d'État de Kenneth Merton et de Pamela White. Et pourtant, c'est sous la gouverne d'Anthony Blinken qu'on sanctionne publiquement. Quelle humiliation. Laurent Lamotte, on aurait pu se contenter de bloquer ses comptes, comme on fait, semble-t-il, pour Michel Martelly, mais on lui interdit l'entrée aux États-Unis. C'est humiliant. Waouh, quel message! Quel message le pays malveillant que sont les États-Unis pour Haïti, quel message les États-Unis sont-ils en train d'envoyer? Je vous le dirai, mais pour piquer votre curiosité, mais ils veulent nettoyer les écuries d'Augias. Ils veulent se débarrasser de quelques colis trop encombrants, quelques colis qui sont trop associés à la malhonnêteté. Ce n'est pas à dire que tout à coup les États-Unis veuillent des politiciens honnêtes en Haïti. Quand on a des politiciens honnêtes, les États-Unis, tout comme la France en Afrique, les États-Unis les assassinent tout simplement ou les renversent. Mais il y a un message. Puisque les États-Unis souhaiteraient des élections d'ici à la fin de l'année, ce qui matériellement est presque impossible, eh bien, ils veulent calmer le jeu. Comment calmer le jeu? Vous notez que, conformément à ce que je vous avais dit en février, allez regarder mes émissions de février.
Allez regarder mes émissions, n'est-ce pas, du mois de mars, quand il y avait, ma foi, enfin en février, septembre, octobre, quand il y avait des kidnappings spectaculaires, retentissants et sonores. Je vous avais dit que tout cela allait se calmer vers le mois de juin. Nous sommes précisément au mois de juin. Depuis quand avez-vous entendu parler d'un kidnapping? On dirait qu'il n'y a plus de kidnapping. Ça vous prouve quoi? Ça vous prouve que les kidnappings étaient commandés à des fins politiques. Les kidnappings étaient commandés à des fins idéologiques. Les crimes dont on pensait que les ISO, les Vitellum, les Timacaques, toutes les saloperies de ce genre, toute cette racaille-là, en fait, c'est de la racaille criminelle, mais ces gens-là sont des exécutants. Les vrais commanditaires de ces crimes-là sont ailleurs. Ils veulent, si vous voulez, infliger à la population, selon la formule de Naomi Klein, n'est-ce pas, un traitement de choc pour effrayer cette population, pour lui dire de se mettre au pas. On veut repousser certaines gens sérieuses de la politique. Alors là, on kidnappe tout le monde. Personne n'était à l'abri. Mais vous notez que, conformément à ce que je vous avais dit, précisément parce qu'on veut se diriger vers des élections, mais on calme le jeu, on nettoie les écuries d'Augias. Ça veut dire on se débarrasse de certains éléments qui nous ont été utiles pendant les 5 dernières années, mais qui nous sont devenus encombrants parce que l'opinion publique les considère comme des gens toxiques. Et donc, on écarte Laurent Lamotte. Il y a d'autres leçons à tirer. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Et vous allez voir, on va écarter d'autres personnes. Claude Joseph, je vous le jure. Claude Joseph sera écarté aussi. Parce qu'on l'a envoyé jouer. Mais il prend trop au sérieux le jeu. Mais dès lors que l'opinion publique dit que ce gars-là est un salaud, il est un salaud. Dès que l'opinion publique reconnaît que ce gars-là, c'est un assassin, mais le grand ordonnateur que sont les États-Unis n'aime pas être pris les culottes baissées. Or, nous, c'est ce que nous faisons à cette émission. Nous faisons de la contre-intelligence. Nous voyons clair à leur jeu et nous l'anticipons. Alors là, ils n'aiment pas ça. Ils vont se débarrasser, écrivez cela, ils vont se débarrasser d'une manière ou d'une autre de Claude Joseph. Michel Martelly, on va annoncer publiquement qu'il a été sanctionné. On ne pourra pas se contenter de bloquer
ses comptes bancaires en catimini, tandis qu'il s'installe encore aux États-Unis jouant au casino, non. Cela vous montre que le destin politique d'Haïti a échappé aux Haïtiens. Jusqu'à il y a 20 ans, il y avait, si vous voulez, un give and take, il y avait, si vous voulez, un rapport inégal, bien sûr, mais un rapport dans lequel les politiciens haïtiens pouvaient quand même pousser certains pions. Mais depuis 20 ans, aucun pion n'est poussé par les dirigeants politiques haïtiens. Ces pions-là sont poussés par l'oligarchie, créatrice de misère, les Bidjo, les Aped, les Becker, les Rinaldi, enfin toute cette racaille. C'est de la racaille aussi. C'est une racaille qui a pris en otage, selon les propos de mon livre, qui a pris en otage le pouvoir politique et le pouvoir économique. L'oligarchie a toujours eu le pouvoir économique, mais depuis 20 ans, l'oligarchie dit désormais, c'est nous qui allons dicter les règles du jeu politique. Jusqu'il y a 20 ans, on négociait avec la classe politique des franchises douanières, des monopoles. C'est ce que l'oligarchie a toujours fait, sous Duvalier notamment. Mais depuis 20 ans, cette oligarchie-là a dit non. Désormais, nous n'allons pas quémander des franchises à la classe politique, nous allons nous-mêmes dicter à la classe politique quoi faire. Et l'économiste Fridjan sait de quoi il parle pour avoir été gouverneur de la Banque centrale d'Haïti. Il a vu ces gens-là à l'œuvre. Et il a parlé dans l'un de ses livres, qu'il a eu l'élégance de me dédicacer d'ailleurs, de cette prise en otage de la classe politique d'Haïti par les oligarques. C'est eux qui disent « Voici qui nous voulons avoir comme Premier ministre ». C'est eux qui disent « Voici qui nous allons avoir comme sénateurs, comme députés ». Et c'est eux qui dictent au pouvoir législatif les lois qu'il lui faut voter. Moi, je vous ai dit, il y a 6-7 ans, j'étais en Haïti pour une semaine de conférence et j'étais assis au restaurant d'un hôtel à Pétionville. J'étais avec l'ami qui m'a invité et cet ami-là a de bons liens avec le propriétaire de cet hôtel. Et un dimanche après-midi, j'oublierai jamais cela. J'en suis encore traumatisé. Le propriétaire de l'hôtel, un salaud de première, hein, un enfoiré incomparable, nous montre la liste de tous les sénateurs et de tous les députés qui sont sur sa feuille de paye, son payroll. Celui-là, celui-ci vient chercher son chèque tous les jours, ou tous les mois, chaque semaine, à mon bureau, et en contrepartie, moi, j'ai le contrôle de la douane. En contrepartie, moi, j'ai le contrôle de tel ministère. En contrepartie, moi, on ne peut importer en Haïti des produits que je vends. Ces produits-là mourront à la douane, etc. Donc, vous voyez cette prise en otage, cette prise en captivité du pouvoir politique par l'oligarchie. Et donc, il y a plusieurs leçons à tirer. Donc, on a perdu ce contrôle-là depuis 20 ans. Et maintenant qu'on a perdu le contrôle, eh bien, c'est le grand ordonnateur qui place les gens. Et quand les gens deviennent trop encombrants, on les enlève, on les supprime, on les sanctionne, etc. Parce qu'on veut aller en élection. Pourquoi? Parce que ces pays-là, qui se targuent d'être des États de droit, n'aiment pas fonctionner trop longtemps avec un gouvernement qu'ils mettent en place, mais qui n'a pas de légitimité électorale, même si en réalité, il n'y a jamais d'élection dans ce pays. C'est des nominations frauduleuses orchestrées par le Canada, la France et les États-Unis, comme je vous en ai fait la démonstration la dernière fois. Et là,
il faut qu'ils mettent en place un gouvernement avec un vernis de légitimité politique. Ils veulent faire ça le plus vite possible parce que en juillet, ça aura fait 2 ans que Ariel Henry est là. Donc il faut nettoyer les écuries d'Augias, il faut calmer le jeu des kidnappings, dire aux candidats qu'il faut aller aux élections, autrement leur visa sera supprimé, leurs comptes en banque aux États-Unis ou ailleurs seront bloqués. Et vous comprenez que c'est dans ce contexte-là qu'on convoque la classe politique haïtienne, le tout Port-au-Prince à Kingston, la semaine prochaine. Mais déjà, on sent une espèce de débandade. Parce que jusque-là, c'était presque une carte d'honneur d'être invité par la CARICOM. Mais là, Myrland Maniga a dit non, je n'irai pas. Elle se pique tout à coup de nationalisme. Il ne faut pas se laisser duper par Myrland. Il n'y a pas de nationalisme là. Myrland Maniga ne veut pas y aller parce qu'elle a tout à perdre à y aller. Je vais vous expliquer cela. Il est même bruit que Ariel Henry ira, mais qu'il ne restera qu'une demi-journée. Pour quelle raison? Parce qu'il a tout à perdre à participer. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Qui a intérêt à être là? Sûrement pas le parti Lavalas. Le parti Lavalas, malgré ses très regrettables erreurs dans sa gestion du pouvoir, demeure un joueur important, un major player dans l'échiquier politique haïtien. Et quand vous êtes un joueur important comme cela, même si vous avez été marginalisé par la communauté des nations malveillantes, vous n'allez pas vous asseoir sur la même table qu'un Clarence Renoir. Clarence Renoir n'a peut-être même pas 500 personnes derrière lui, sur les 12-13 millions que nous sommes, mais lui, il a intérêt à y aller. Parce que c'est un joueur marginal que de pouvoir s'asseoir sur une table avec des major players, mais il fait le calcul qu'il va gagner du poil de la bête. Qui a intérêt à y aller? Claude Joseph. Qui sait que ses jours sont comptés. Si on a sanctionné Laurent Lamotte, on va le sanctionner aussi, je vous le dis. Il joue là. Mais lui, puisqu'il veut envoyer le message à ses amis qu'il a corrompus et qui ont travaillé pour l'aider à détourner beaucoup d'argent, eh bien, c'est important pour lui d'y aller, pour envoyer le message à ses partisans que, écoutez, contrairement à ce qu'on raconte, moi je ne suis pas au banc de la communauté des nations malveillantes. La preuve, c'est qu'on m'invite. Au fait, sauf les petits joueurs, les joueurs marginaux, ou des corrupteurs notoires comme Claude Joseph, personne n'a intérêt à être là. Parce que aucune grande décision ne sera prise là-bas. Et Ariel Henry a le flair. S'il y va à cette réunion, on va l'obliger à ouvrir son gouvernement. Lui, il est prêt à faire une chaise musicale cosmétique, changer 2 ou 3 ministres, mais il veut garder la part léonine, là. Mais s'il y va, on va vouloir lui forcer la main. Donc c'est pour ça qu'il dit, moi je vais y aller seulement pour les photos, une demi-journée, car je ne peux pas faire ça à la CARICOM. La CARICOM jusque-là me soutient quand même. Donc il faut que j'y aille, autrement ce serait un geste inamical que de ne pas y aller. Mon absence à cette rencontre risque d'être interprétée comme un impair. Alors je vais y passer une demi-journée, prendre quelques photos, etc., serrer quelques mains et puis foutre le camp. Mais Myrland Maniga, tout à coup, se réveille. Elle sait qu'elle n'a pas intérêt à y aller. Pourquoi? Parce que à cette réunion-là, on va diluer le HCT de Myrland Maniga, le Haut Conseil de Transition. Jusque-là, elle mène son HCT à bout de bras. Ils sont 3 là-dedans, là, etc. C'est
C'est la matière grise de la chose, on la voit partout. Projet de réforme constitutionnelle, anticonstitutionnelle, disons-le. Forum sur l'insécurité, mais rien n'est sorti de cela, c'est de la fumisterie. Calendrier électoral pour des élections d'ici à la fin de l'année. Mais si elle va à la CARICOM, là, on va lui dire, madame, votre accord du 21 décembre, pour utile soit-il, n'est pas représentatif. Il faudra y intégrer d'autres gens. Et sa vision de la transition sera remise en question par des gens comme les membres du parti Lavalas qui veulent une vraie transition de rupture pour reprendre leur formule. Donc, c'est un dîner de cons qui risque de réunir que de cons, mais de très faibles cons. Encore une fois, de petits joueurs, des joueurs qui savent qu'ils seront mis au banc rapidement et qui veulent y aller pour tenter de faire un dernier coup de fumisterie, ou des joueurs qui n'ont personne derrière eux, des marcheurs plutôt que des leaders, qui disent, écoutez, au moins nous, on était là. Tout ceci prouve quoi, les amis? Encore une fois, nous sommes comme des marionnettes. Il y a des marionnettistes qu'on ne voit pas. C'est des gens qui tirent les ficelles et qui disent à Ariel, voici quoi faire, quand le faire. Qui créent des coquilles vides comme le HCT pour nous donner l'impression que nous sommes dedans. Et vous notez que, même si tout le monde sait que rien de grand ne sortira de là, mais les ambassadeurs mafieux d'Haïti, l'ambassadeur du Canada, entre autres le très détestable Sébastien Carrière, s'est fendu d'un tweet cette semaine en disant « Il n'y a jamais trop de rencontres. Pour résoudre la crise, il faut additionner, il faut multiplier plutôt que de soustraire. » Quel con ce garçon. C'est vraiment un con. Hein? C'est pas un... je l'ai déjà dit. C'est pas un grand penseur de la politique étrangère. Et donc, maintenant que la chose s'est ébruitée, que des analystes disent, écoutez, ils vont comme des enfants, comme des mineurs, s'asseoir sur une table étrangère à la convocation d'étrangers. Ils ne sont même pas foutus de s'asseoir entre eux. Alors là, Mirland dit, moi, je ne vais pas y aller parce que la rencontre devient toxique, mais surtout par calcul politique. Si elle y va, on va diluer son HCT entre ses mains. Où est le pays là-dedans? Nulle part. Personne ne pense pays. Personne ne pense pays. Personne ne pense pays. Ariel Henry veut rester au pouvoir pour se protéger le cul, parce qu'il sait qu'il est impliqué dans le complot contre Jovenel Moïse. Michel Martelly tient à lui. Pour quelle raison? Parce que c'est son dernier rempart contre la prison. La preuve de cela, on sanctionne Laurent Lamotte, mais est-ce que vous avez entendu la ministre de la Justice d'Haïti, ce guignol de Emily Prophète, émettre un mandat d'arrêt contre Laurent Lamotte? On s'en fout. On s'en fout. C'est un gouvernement de PHTK de Michel Martelly qui est là pour protéger les anciens du PHTK contre toute reddition de comptes. Et entre-temps, en nettoyant les écuries d'Augias, on veut aussi éviter qu'un gouvernement nationaliste véritable aille fouiller dans les filières de Petro-Caribé. On veut savoir, là, ces 4 ou 5 milliards de dollars américains, comment ont-ils été dépensés? Par qui? Cet argent-là se retrouve où? Déjà, il est bruit que la Sogebank, la Unibank songe à faire faillite pour, ah oui, bien sûr, pour effacer toutes les traces de corruption et de détournement de fonds publics de l'argent Petro-Caribé. Ah oui, il y a de grands enjeux là ces jours-ci, les amis. C'est pour cela que vous allez voir. Ah oui, l'international va s'agiter pour faire un nettoyage. Les oligarques vont
continue à payer des lobbyistes comme Jonathan Powell, c'est lui qui est derrière cette rencontre-là de la CARICOM pour calmer le jeu, parce que le bois calé de la population fait peur. Imaginez si le bois calé va jusque dans les bureaux de Biggio, ce que je souhaite d'ailleurs. C'est tout leur système d'exploitation qui s'effondre parce que c'est leur pays. C'est pas mon pays, c'est pas le vôtre, c'est le pays de Biggio. Il est arrivé là, ses parents sont arrivés là, n'est-ce pas, fin 19e siècle là. Mais là, Haïti leur appartient. Ils prennent ce pays-là en otage. Et pour s'assurer de la pérennité de cette captivité, les Biggio payent des lobbyistes comme Jonathan Powell. Ils financent les campagnes des sénateurs américains pour s'assurer que leurs intérêts sont toujours protégés. Et le peuple dans tout ça, on s'en fout. Vous l'avez vu? Lors de cette inondation dans le Grand Sud, là, vous avez vu ces gens-là se patauger dans la boue. Quelle aide le gouvernement a-t-il offerte? Rien. Entre-temps, on nous apprend que Laurent Lamotte a détourné pas moins que 60 millions. Mais ça, c'est de la petite bière, là. Comparé à l'argent qui est volé par les APED, par les DIB, par les Biggio. Biggio est littéralement devenu multimilliardaire grâce à Haïti, le pays le plus pauvre de la zone. C'est l'un des plus grands investisseurs en matière de carburant dans toute la région. Est-ce que les États-Unis vont interdire à Biggio tout séjour sur le territoire américain? Est-ce que les États-Unis vont confisquer ses biens? Donc, c'est un grand jeu qui se fait pour protéger le système. Il ne faut pas croire que les États-Unis veulent que le système change, non. Il faut qu'Haïti demeure une colonie dans laquelle nous plaçons nous-mêmes, nos présidents, nos gouvernements, etc. Et pour que les ressources d'Haïti servent à nous enrichir, nous. Alors, on n'hésitera pas à taper un Laurent Lamotte, même s'il nous a servi pendant les dernières années, si cette petite tape sur la main peut nous donner l'impression que les États-Unis veulent un système moins corrompu. Foutaise que tout cela. Alors, beaucoup de leçons à tirer de l'affaire de Laurent Lamotte. Aïe, aïe, aïe. J'en oubliais presque que c'était l'introduction. Offrez-vous donc cette tasse de thé, cette tasse de café, cette tasse de chocolat chaud. On a beaucoup de choses à se dire ce matin. Restez là. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres, et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca.
une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Alors, on s'était promis de relever un certain nombre de leçons qu'il nous faut tirer des sanctions américaines contre Laurent Lamotte. On va y aller comme ça, dard, comme on dit. La première leçon, et elle s'impose, c'est que vous êtes des nègres. Vous êtes des nègres. Que vous soyez devenu très riche, que vous soyez docteur, que vous soyez très instruit, que vous soyez de grands écrivains, pour vous, enfin pour les nations malveillantes, vous êtes un artefact. Vous savez, quand vous entrez dans un musée, là, le conservateur du musée déplace les artefacts comme il l'entend en fonction du show qu'il veut offrir. Et donc pour les Blancs, Laurent Lamotte, même s'il a été Premier ministre, même s'il est devenu très riche, c'est un nègre. Et on peut en disposer comme on veut, comme au bon moment de l'esclavage, comme au bon vieux temps de la colonisation. Le docteur Martin Luther King comprenait bien ce vieux réflexe raciste du blanc, cet atavisme du blanc. Une fois dans l'une de ses prédications qu'il livrait sur la chaire d'une église en Alabama, il a commencé son homélie par une boutade comme ça. Tout le monde l'appelle docteur Martin Luther King, ce qu'il fut, docteur en théologie, et il a commencé son sermon avec cette boutade. Savez-vous comment un blanc me perçoit, moi, docteur Luther King? Et là, silence pendant 15 secondes. Il répond, je suis un nègre. Que j'ai un doctorat, que je n'ai pas de doctorat, que je sois instruit, que je ne sois pas instruit, que j'ai passé toute ma vie durant à l'école, que je n'ai pas du tout été à l'école, pas un seul jour que le bon Dieu a fait, pour le blanc, qui ne sait peut-être même pas lire, je suis un nègre. Et il peut me tirer dessus comme sur un canard. Et ce vieux réflexe-là, cet atavisme-là, le blanc ne l'a pas perdu. Et il vient de le prouver en sanctionnant Laurent Lamotte, en lui interdisant l'entrée sur le territoire américain. Encore une fois, prenez le temps de regarder l'imagette de l'émission. Vous savez, quelques semaines avant ces sanctions américaines contre Laurent Lamotte, quelques semaines avant de lui interdire l'entrée sur le territoire américain, Laurent Lamotte a organisé sur le territoire américain une espèce de levée de fonds là, pour une organisation machin. Et pour pouvoir attirer du monde, il lui a pris l'envie d'inviter Bill Clinton. Bill Clinton est venu, mais vous savez à quelles conditions? Laurent Lamotte a dû verser sur les comptes de la Clinton Foundation pas moins que la très coquette somme de 500 000 $. Un demi-million de dollars américains que Laurent Lamotte a versé sur le compte de la Clinton Foundation pour avoir Clinton à cette soirée de levée de fonds. 500 000 $ pour Laurent Lamotte, c'est rien. Il a tant volé, il a tant dilapidé. Mais ça prouve à quel point il avait un tuyau direct, il avait une communication directe avec les Clinton parce que, je vous l'ai dit, c'est l'excellent ami, probablement c'est un ancien ami de cœur de Pamela White. Mais malgré le fait qu'il a versé 500 000 $ sur le compte de la Clinton Foundation, malgré le fait qu'il peut se piquer, qu'il peut se targuer d'être l'ami, n'est-ce pas, des gens puissants au sein du département d'État, quand vient le temps de le sanctionner, quand vient le temps de lui interdire le territoire américain, mais ça a été fait comme ça. Ça a été fait comme ça. Et moi, ce que je sais, c'est qu'on a appelé ses avocats il y a quelques semaines, avant même que l'annonce ait été
publicisé, avant que l'annonce ait été publiée, mais les avocats de Laurent Lamotte ont été informés. Comme ça, il a pu laisser avant que la chose ne soit sortie. Première leçon, vous êtes des nègres. Ne pensez pas que, aux yeux du blanc, il se trompe le blanc, mais vous lui donnez raison tous les jours. Voyez comment un Ariel Henry courbe l'échine devant Biden, il courbe l'échine devant les étrangers. Il est littéralement serviable, obséquieux. Il le fait dans quel but selon vous? Il le fait pour avoir la garantie que le blanc ne le rejettera jamais. Que le blanc ne le jettera jamais comme une vieille chaussette, comme un vieux basket. Mais tirez donc la leçon, bande d'imbéciles. Si Laurent Lamotte, malgré sa proximité de Pamela White, malgré sa proximité avec Kenneth Merton, malgré sa proximité avec le clan Clinton, si Laurent Lamotte a été si publiquement humilié, qui va-t-on épargner? Vous savez, la blancomanie de l'haïtien est à ce point choquante que chaque haïtien, hélas, se croit détenteur d'un supplément d'être quand il est l'ami d'un blanc. Et dans la classe politique, c'est pire. Chaque politicien a son blanc. Vous l'avez vu, j'en ai parlé. Quelques semaines avant que le Canada de Sébastien Carrière n'ait sanctionné l'ancien président Jocelyn Privert, mais Jocelyn Privert et Sébastien Carrière prenaient une soupe ensemble, une soupe amicale, une soupe joumou, à l'invitation de Sébastien Carrière. Et pourtant, il savait qu'il allait le sanctionner. Mais pire, il l'a sanctionné. Quelques semaines après les sanctions de Sébastien Carrière, c'est-à-dire du Canada contre Jocelyn Privert, maintenant c'est la représentation diplomatique de l'Union européenne qui a invité les anciens présidents, les anciens premiers ministres à une réception dans les locaux de la mission diplomatique de l'Union européenne qui, a-t-on vu, ensemble, serrant la main, riant, comme si de rien n'était, encore Jocelyn Privert, encore, n'est-ce pas, Henri Séan, encore, n'est-ce pas, Sébastien Carrière, celui-là même qui les a sanctionnés, il le retrouve dans les locaux de la mission diplomatique de l'Union européenne et Jocelyn Privert lui serre la main. Imaginez, avec un peu de verticalité, un gars comme ça te tend la main, tu lui casses le poignet littéralement. Un gars comme ça te tend la main, tu lui craches au visage. Mais connaissez-vous, dans l'Haïti d'aujourd'hui, un Haïtien qui soit assez vertical pour rappeler aux Blancs son atavisme raciste? Non, pas du tout. Peu importe l'énormité de l'humiliation que le Blanc nous a infligée, nous allons nous pincer le nez, nous allons nous boucher les oreilles et les yeux, c'est quand même le Blanc. On a un supplément d'être que de se considérer comme l'ami du Blanc. Et donc, quoi que ce blanc-là nous ait fait, quoi que ce blanc-là nous ait infligé, nous voulons garder son amitié à tout prix. Et pourtant, le blanc, quand il faut se débarrasser de nous, nous redevenons un artefact jetable. Regardez donc mon imagette. Imaginez une ambassadrice qui est là pour défendre les intérêts du pays accréditant, donc les États-Unis, auprès du pays accréditaire qu'est Haïti. Pamela White fait campagne bras dessus, bras dessous avec Michel Martelly. Elle fait campagne bras dessus, bras dessous avec Martine Moïse, les mêmes saloperies. Elle fait campagne bras dessus, bras dessous. Oh là là, ils étaient sur le point de s'embrasser sur la bouche avec Laurent Lamotte. Regardez dans les photos. Ce ne sont pas des photos d'amis, ça. C'est des photos d'amoureux. Laurent Lamotte se cachait derrière son statut de célibataire, mon œil.
son statut de mari bataire pour être proche de Pamela White, car il se faisait le calcul simpliste de nègre en se disant « si je suis proche d'une blanche, eh bien, les blancs ne pourront pas me sanctionner. » Bingo! Espèce de con. On vous sanctionne, on bloque vos fonds et on vous interdit l'entrée aux États-Unis. Et je suis sûr que Laurent Lamotte va dépenser une bonne partie de ses richesses volées dans des cabinets d'avocats américains qui vont lui faire croire qu'on va pouvoir révoquer les sanctions américaines. Et là, les Clinton de ce monde, les Pamela White de ce monde vont l'encourager. Ils vont même lui recommander des cabinets d'avocats qui vont renverser la chose et il risque de redevenir pauvre. Et s'il persiste, Pamela risque de bloquer son numéro. Clinton risque de bloquer son numéro. Quand est-ce que nous allons tirer des leçons? À savoir que pour un blanc, il n'y a pas d'amitié. Pour un blanc, il n'y a pas de, si vous voulez, de relations amicales. Il n'y a que des intérêts. Vous avez de l'argent que vous avez volé, le blanc va vous les voler à son tour. Mais quand vous devenez trop encombrant, il va se débarrasser de vous comme d'une vieille paire de chaussettes. Bonne leçon que Claude Joseph devrait tirer. Lui qui a été utilisé par les Becker pour renverser, enfin pour soulever la jeunesse universitaire, la jeunesse estudiantine haïtienne contre Jean-Bertrand Aristide. Lui, à un moment donné, l'ambassade américaine lui donnait le droit d'émettre des visas. Il n'avait qu'à recommander quelqu'un contre argent. Et la personne, le jeune, l'étudiant, recevait le visa. Et beaucoup de jeunes, du Cap notamment, ont reçu le visa, le droit d'aller aux États-Unis par l'entremise des Boulos, par l'entremise des Becker, par l'entremise de Claude Joseph. Et Claude Joseph a même été récompensé pour ce travail de sape. Il a eu une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Et pendant un temps, le département d'État ne l'a pas contacté. Lui, il prenait mal la chose. Et lors d'une conférence organisée au Brooklyn College à New York par la communauté haïtienne, Kenneth Merton était là au sacrilège et Claude Joseph est allé voir son ancien patron Kenneth Merton pour lui dire « Écoutez, je vous ai servi fidèlement. Moi, je vous dis, le fin mot de l'histoire. Je vous ai servi fidèlement. Je vous ai aidé à renverser Jean-Bertrand Aristide, mais là, vous ne faites pas appel à moi. » Et c'est grâce à cette reprise de contact de Claude Joseph avec Kenneth Merton, suivez-moi bien, qu'il sera fait dans un premier temps ambassadeur d'Haïti, je pense, est-ce que c'était au Brésil? Et par la suite, jouant bien son jeu, et aidé par, si vous voulez, le directeur de Radio Caraïbe et d'autres pontes de la politique haïtienne, eh bien, on va l'introduire auprès de Jovenel Moïse qui va le nommer Premier ministre. Et la CIA va lui confier pour mandat d'être le handler, celui qui doit garder sous coupe réglée Jovenel, qui doit, n'est-ce pas, transmettre toutes les informations le concernant. Et voilà, il a comploté dans son assassinat. Et lui, il se dit, écoutez, je dois être récompensé. Je vous ai rendu service. Je vous ai aidé à renverser Jean-Bertrand Aristide. Je vous ai aidé à mettre KO le président Jovenel avec l'aide notée de sa femme. C'est de la copulaire aussi. Claude Joseph ne l'a pas caché. Il l'a dit dans son soi-disant hommage au président Jovenel. N'a-t-il pas dit, écoutez, moi, je me rendais certains soirs chez le président, pas pour le président, mais pour sa femme. Vous parlez d'un gars inélégant et indiscret. Et lui, puisqu'il a rendu ces services-là,
Mais il s'attend à être récompensé en devenant président d'Haïti. Il a volé beaucoup d'argent comme Laurent Lamotte. Il fait campagne et vous notez qu'il ne semble pas être inquiété. La leçon à tirer. Et la classe intellectuelle haïtienne est aussi blancomane que les politiciens haïtiens. Nous sommes vraiment malades. J'ai reçu Nord-Luc d'Orange à mon émission mercredi dernier. Et après qu'il a décrit toute la kleptomanie, toute la kleptocratie de la classe politique haïtienne, je lui ai dit, mais bon Dieu, où est-ce que ce pays-là s'en va? Il a dit, écoutez, le matériau humain pour faire ce pays-là n'a pas encore été fabriqué. Parce que nous sommes blancomanes, parce que nous sommes sous-sous, nous sommes sous-fifres, parce que nous confions notre pays aux Blancs comme si c'était le sien, parce que nous n'osons pas prendre une décision, n'est-ce pas, qui aille dans le sens de la population. Toutes nos décisions sont prises en fonction des attentes du Blanc. Mais le Blanc, lui, il n'a rien à foutre. Quand vous êtes devenu trop encombrant, il vous éjecte. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Le même Blanc qui vous donne le visa, là, vous avez vu André Michel la semaine dernière, lui qui n'avait pas de visa pendant un temps parce qu'il semblait être contre le pouvoir PHTK. Maintenant qu'il est récupéré par le pouvoir PHTK, le Blanc le récompense et il était tout heureux de se montrer la panse dans les rues du New Jersey. Écoutez, le Blanc m'accueille chez lui. Quelle racaille, quelle racaille. Vous êtes des nègres aux yeux du Blanc. Ça veut dire vous êtes des artefacts jetables. Vous êtes des nègres, ça veut dire vous êtes des pions. Vous êtes des nègres, ça veut dire vous êtes remplaçables. Vous êtes des nègres, ça veut dire que vous êtes à mon service. Vous êtes des nègres, ça veut dire que vous dirigez une colonie. Vous êtes là pour me plaire à moi. Et lorsque je vous trouve embarrassant, non seulement je vais vous éjecter, mais je vous interdirai le droit d'entrer chez moi. Putain. Pour éviter cette interdiction, il n'y a rien que nous ne soyons prêts à faire. Je vous ai déjà raconté ça et Ricardo Setenfus, ancien représentant de l'OEA en Haïti, sous Préval, en tout cas après le tremblement de terre, raconte la chose. Mais moi, avant que Ricardo ne l'ait écrit, Edmond Muller, avec qui je présentais une conférence, nous le disait. Michel Martelly n'était pas admissible au second tour. Et les Blancs malveillants sont allés dire à Préval, nous voulons Michel Martelly au second tour. Si vous n'escrivez pas Michel Martelly au second tour, nous savons que votre femme vient d'acheter une maison au Coton en Floride, nous allons la saisir, cette maison. Les enfants de votre femme détiennent un permis d'études aux États-Unis, nous allons le supprimer, ce permis d'études. Et pour éviter de perdre cela, la femme de René Préval, que l'oligarchie, la très corrompue oligarchie, avait placée dans son sein comme son handler, le gars est président, il n'est même pas foutu de se choisir une femme. Vous parlez d'un président incapable et incompétent. On lui a donné une femme. Et quand cette femme devait choisir son camp, elle a choisi son camp. Mon camp, ce n'est pas le vôtre, René Préval. Mon camp, ce sont mes enfants. Mon camp, ce n'est pas le vôtre, René Préval. Mon camp, c'est ma maison. D'ailleurs, après son mariage, la femme de René Préval continuait de porter le nom de son ancien mari. Imaginez l'affront. Mais elle s'en foutait. Et c'est lorsque tout le monde a commencé à rire que René Préval a fait un homme de lui l'espace d'un ciment. La femme a dû renoncer au nom de la tour, qu'elle trouvait plus prestigieux, plus vendeur que celui de Préval. Sacrée Élisabeth, hein? Putain.
Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance, qu'a frappé peuple conscience aujourd'hui pour une protécoller dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit 52 $ par année, avec participation 1 million haïtiens, fonds ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. C'est un véritable cadeau pour 219e anniversaire d'indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement dans le projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. La femme a vendu un pays pour éviter la suppression du visa de ses fils. Elle a vendu un pays pour éviter la saisie de sa maison qu'elle a achetée avec de l'argent volé au pays. Vous voyez par quel type d'hommes et de femmes nous sommes dirigés? Et je vous ai dit, ne pensez pas que l'opposition soit différente, c'est la même merde. Ne pensez pas que l'élite intellectuelle soit différente, non. Moi, je fréquente de grands intellos ici en diaspora. Quand nous avons des réunions, c'est pour ça que j'y vais plus là, c'est tellement décourageant. Quand nous avons des réunions et qu'on tente de comprendre la problématique haïtienne, et quand vient le moment de fixer les responsabilités, ils sont disserts. Quand il faut indexer les Haïtiens, quand il faut pointer du doigt les responsables haïtiens, mais ils deviennent muets, taciturnes. Quand il faut dire, mais écoutez, le Canada, ça part dedans. Quand il faut dire, l'ambassadeur du Canada en Haïti, c'est un salopard. Quand il faut dire, écoutez, les Blancs sont malveillants vis-à-vis d'Haïti. Non, là, vous savez, Jean, vous savez. Pourquoi on découvre que ils sont à la tête d'organisations qui sont subventionnées par le gouvernement canadien. Donc là, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Norluc n'a-t-il pas raison quand il dit que le matériau humain pour faire d'Haïti un véritable pays, ce matériau-là ne semble pas encore avoir été fabriqué. Le cerveau de l'Haïtien est à ce point vicié par la blancomanie, par la blancophilie. On pense avoir un supplément d'être quand on est l'ami du blanc. Et le blanc, lui, il se débarrasse de nous quand il veut. Première leçon de Laurent Lamotte. Deuxième leçon. Le blanc vous laisse voler. Il sait que l'argent que vous volez, vous n'allez pas le garder chez vous. Parce qu'à tout moment, s'il y a une révolution, vous risquez de perdre cet argent. Il vous laisse voler. Ces services de renseignement le tiennent au courant réel de tous vos vols, de toutes vos... Je vais vous dire une chose, je vais vous avouer quelque chose. Il y avait un ancien président du CEP en Haïti, un certain Gaillot d'Orsainville, pour ne pas le nommer. Suivez-moi bien. Lui, quand il était à la tête du CEP, il vendait littéralement les postes de sénateurs et de députés, etc. Vous savez quoi? Et c'est Edmond Mulet qui me le dit. On avait cloné son téléphone, en sorte que, au moment même où il vendait les postes de sénateurs, de députés, de maires à des candidats contre de l'argent, toutes ces transactions-là étaient clonées. Edmond Mulet me dit les recevoir en temps réel. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand Gaillot d'Orsainville vendait un poste de sénateur, un poste de député à quelqu'un contre argent, dès lors que l'argent se retrouvait sur son compte, Edmond Mulet en avait la preuve. Edmond Mulet me disait, Jean, son téléphone était cloné, nous avions toutes ces transactions, tous ces échanges. Et selon vous, l'argent que Gaillot d'Orsainville a volé, où est-ce qu'il est allé le dépenser selon vous? En Floride. Le blanc, il le sait ça. Il sait que vous volez de l'argent, mais vous n'allez pas en profiter chez vous. Vous allez en profiter où? Chez lui. Il vous laisse voler, il vous a à l'œil, il vous laisse investir cet argent chez lui,
et il vous sanctionne. Maintenant, vous posez la question, l'argent que vous avez volé, qui se retrouve dans les banques américaines, on va en faire quoi? Je vous en laisse deviner la réponse. Il y a encore de l'argent haïtien dans les comptes suisses. De l'argent haïtien des Duvalier dans les comptes de banques suisses. D'ailleurs, le très détestable Sébastien Carrière, lorsqu'il parlait de sanctions canadiennes contre la classe politique haïtienne, contre les oligarques haïtiens, un journaliste lui a dit, mais d'accord, une fois qu'on aura saisi les biens de ces gens-là, est-ce que le Canada va retourner l'argent au peuple haïtien? Sébastien Carrière, pèse sans rire, a dit, mais non, on ne va jamais redonner ça aux Haïtiens, on va aider les Haïtiens. Ah, quels salauds que sont les Blancs. Vous savez que c'est notre argent que les politiciens volent. Vous savez que l'argent volé, ils l'investissent chez vous. Mais bon Dieu, 2 plus 2 font 4. Si c'est un vol pour eux, si vous gardez cet argent, ça doit être un vol aussi pour vous. Donc, retournez cet argent à l'État haïtien. Sébastien a dit non, on ne va jamais le retourner. On va aider Haïti. Vous m'aidez avec mon argent, mon œil, espèce de salaud. C'est vraiment pas un Henry Kissinger, c'est un idiot ce gars-là. Je vous le dis, hein. Et puis il est coincé, il est constipé, vous voyez bien, il est menteur là. Deuxième leçon, le blanc vous laisse voler. Il sait que vous n'allez pas garder cet argent-là dans les banques haïtiennes. Il vous laisse le téléverser sur une banque dominicaine. Il vous laisse le téléverser sur une banque américaine. Et en son temps, parce que c'est le blanc qui décide de son timing, il dit ça y est, la récréation est terminée, on va vous interdire l'entrée chez nous, on va bloquer vos comptes et cet argent-là, on va l'utiliser nous-mêmes pour faire du développement chez nous. Espèce de con. Mobutu Sese Seko commettait la même erreur. Il détournait de l'argent du Congo vers les banques suisses. Et il est mort, l'argent est resté là. Jean-Claude Duvalier a détourné des fonds publics. Lorsqu'il a laissé le pouvoir, qu'est-ce qu'il est allé faire, n'est-ce pas, en France? Il a commencé à acheter des châteaux dont la France voulait se débarrasser de toute manière parce que des châteaux dont l'entretien coûte extrêmement cher et le con, il s'est ruiné à acheter des châteaux qu'il ne pouvait pas entretenir et les municipalités ressaisissaient les châteaux que Jean-Claude achetait parce qu'il n'était plus en mesure de payer les taxes, parce qu'il n'était plus en mesure de payer, n'est-ce pas, les frais d'entretien. Vous voyez comment nos dirigeants sont cons? C'est vraiment nous qui donnons raison aux Blancs. C'est une bande de négrailles, là. Le Blanc vous laisse voler, il vous laisse introduire votre argent dans ses banques. Ensuite, notre ami Norluc nous dit que si vous allez à un restaurant avec Michel Martelly, vous devez payer les frais. Il n'a pas de quoi payer. Ses cartes de crédit sont bloquées, ses comptes bancaires sont bloqués, les cartes de crédit de sa femme sont bloquées, les comptes bancaires sont bloqués. Et pour écouter Norluc Doran, je vous invite à écouter l'émission qu'on a faite ensemble le mercredi dernier, quand il n'a pas un sou et qu'il a besoin d'acheter cocaïne, il a besoin de saouler sa gueule, vous savez ce qu'il fait? Mais il va au consulat d'Orlando où il a placé son ami, puis l'ami fait main basse dans la caisse du consulat et lui donne de l'argent que lui, il va gaspiller dans des casinos de quel pays? Des États-Unis. Avant d'avoir été sanctionné là, Laurent Lamotte pouvait passer des jours, une quinzaine de jours d'affilée dans un hôtel avec des femmes. Il se livrait à des scènes d'orgie et il payait, tenez-vous bien, 15 000 $ par soir. Comme je vous dis que ces gens-là, non seulement ce sont des imbéciles, mais ce sont des créateurs de misère. Un Laurent Lamotte qui dépense 15 000 $ par nuit d'hôtel, qui était Premier ministre du pays le plus pauvre de la région. Vous avez vu le dénuement dans lequel notre peuple patauge. L'inondation a littéralement drainé ce peuple-là dans la boue.
Un tremblement de terre a frappé, n'est-ce pas, la grande danse dernièrement. On a vu le peuple, n'est-ce pas, se tirer d'affaire à main nue, comme si on n'avait pas tiré de leçon du tremblement de terre de 2010. Donc la pauvreté haïtienne est devenue une entreprise pour enrichir la classe politique et pour faire de nouveaux milliardaires comme Bidjo dans l'oligarchie haïtienne. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Regardez dans le train de vie. Regardez le train de vie de ces gens-là. Regardez leur maison. Je vous ai dit, je connais un mec qui était ministre des Affaires sociales. Il n'est même pas resté 1 an au pouvoir. Il a eu le temps de se construire une maison de 1,2 million de dollars américains en Haïti. Un ministre qui gagne tant. Pour quel travail? J'ai un ami qui me dit, Jean, vous savez, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre là dans le Grand Sud, lui c'est un prêtre, etc. Et puis il a des contacts avec des organisations de charité, suivez mon regard. Et l'organisation de charité était prête à débloquer des fonds pour aider les gens dans le Grand Sud. Et ce qu'on a découvert, 80% de l'aide, 80% de l'aide se retrouvait dans les comptes bancaires de ceux qui se désignaient pour aider la population. Le blanc vous laisse voler, il vous laisse détourner l'argent volé vers ses comptes. Et quand il lui faudra couper les ponts, il va couper les ponts, il va geler vos comptes et il va saisir votre argent pour enrichir son pays. Autre leçon, le blanc est embarrassé ces jours-ci par les voleurs du PHTK. Les gens, ils ont volé. Les dirigeants haïtiens ont toujours fait ça pour la plupart, mais les gars du PHTK, ils ont vraiment fait crier la poule. Ils ne se sont pas contentés de plumer la poule, mais ils sont tellement sauvages que la poule a réussi à crier. Ils ont plumé poule là, mais poule l'a crié. Et là, le blanc dit, ah mais non, c'est tête calée là, non. Ce sont des enfoirés de première, nous devons nous en débarrasser. On va commencer par Laurent Lamotte. Mais on va aussi toucher Michel Martelly. Ok, on ne connaît pas leur statut pour l'instant, mais on s'en fout. Il doit y avoir sûrement une disposition législative pour révoquer leur statut chez nous. On doit tenter d'avoir une certaine image. Si on veut se porter garant des élections crédibles, suivez mon regard en Haïti. Mais pour cela, on va se débarrasser des salauds là. Regardez, on a déclaré persona non grata Edmond Bochit parce que c'est un voleur, un dilapidateur de fonds. On ne veut pas qu'il reste chez nous. On a fait sortir la nouvelle que Claude a détourné au moins 8 millions. Ça, c'est la petite bière pour Claude. Mais il va falloir se débarrasser d'eux. Il faut nettoyer les écuries d'Ogias pour préparer la place à de nouveaux salauds. Des salauds dont le nom n'est pas encore cité, mais on ne pourra pas continuer à faire comme si de rien n'était avec ces vieux salauds. Donc débarrassons-nous, nettoyons les écuries. C'est fini, la première version du PHTK. Ça, c'est une autre leçon.
la version 1.0 de PHTK. Ça veut dire les Laurent Lamotte, les Michel Martelly, les Wilson Lalo, les... comment il s'appelle là? Cette ministre non moins voleuse qui était ministre du Tourisme et qui copulait elle aussi avec Laurent Lamotte là. Comment il s'appelle? Ministre du Tourisme. Madame Balmire de mémoire, je m'en fous un peu. Je suis ni son parrain ni sa marraine. Cette version-là, c'est fini. Ils disent non, mais vous là, vous devez rentrer dans le garage de l'histoire. Et si vous hésitez à y entrer, on va révéler vos petits bijoux de famille. On va vous prendre les culottes baissées parce qu'on a tout sur vous. La première version du PHTK, c'est terminé. Et le blanc va tenter de recruter de nouvelles têtes. Soyons vigilants. Quand le blanc recrute, il recrute toujours des gens non nationalistes. Quand le blanc recrute, il recrute des gens qui vont venir mettre à exécution son agenda. Que ce blanc-là soit un intellectuel comme, comment il s'appelle, cet universitaire-là, non. Que ce blanc-là soit, que ce noir-là soit un universitaire, ou bien qu'il soit un intellectuel, qu'il soit un inculte, qu'il soit un entertainer. Dès que c'est le blanc qui recrute, il recrute en fonction de ses intérêts. Et c'est ce que je déteste. Nous devons casser ce paradigme-là du blanc. Blanc, c'est monsieur Levelé. C'est blanc, monsieur chaud. C'est monsieur que blanc choisit. Monsieur, c'est moun blanc. Ah, monsieur, c'est moun ça, oui, blanc, vle kembe. C'est ce paradigme-là qu'il faut casser. Aussi longtemps que nous restons dans ce paradigme colonial où le blanc nomme les dirigeants dans notre pays, nous ne sommes sûrement pas un pays. Le blanc n'aime pas l'impunité absolue. Ça, c'est important que vous reteniez ça. Le blanc sait que son système de corruption qu'il a lui-même placé chez nous, qu'il entretient grâce à des corrompus de chez nous, mais le corrupteur gagne toujours plus que le corrompu. Vous le notez ça? Le corrupteur gagne toujours plus que le corrompu. Laurent Lamotte a détourné des millions de dollars, mais il va les placer où? Dans les comptes des blancs. Donc le blanc gagne toujours. Lui, il a gaspillé quelques centaines de milliers de dollars dans des orgies, etc. Mais où est-ce qu'il les a gaspillés? Chez le blanc. Donc, il a aidé à réduire le taux de chômage chez le blanc. Entre-temps, notre misère devient encore plus indécente. Mais le blanc n'aime pas l'impunité absolue. Le blanc aime quand même se retrouver à côté d'un pays où on peut dire, écoutez, il faudra qu'on l'arrête ce gars-là. Mais dans l'Haïti de PHTK, on n'arrête plus personne. Le blanc aimerait ça avoir un système de justice qui émet un mandat d'arrêt contre Laurent Lamotte, qui émet un mandat d'arrêt contre Bullshit. Mais ces gens-là sont à ce point englués dans leur corruption, ils sont solidaires dans la corruption, personne ne peut arrêter personne. Et là, ça pue au nez des blancs. Donc, ils veulent faire un petit changement cosmétique, avoir un nouveau chef d'État, qui ne sera pas chef d'État, qui sera tout simplement président. Parce que si vous êtes chef d'État, vous devez avoir, si vous voulez, les rênes de l'État à la tête duquel vous vous retrouvez. Non. L'impunité absolue dans laquelle le PHTK nous a précipités, plus au nez du blanc. Et là, le blanc aimerait ça avoir, si vous voulez, un vernis de justice. On a assassiné Jovenel, c'est encore le blanc qui condamne des gens. Mais en Haïti, personne n'est condamné. Il n'y a même pas le début de commencement d'un procès sur Jovenel Moïse à l'approche du second anniversaire de son assassinat.
Mes chers amis, vous commencez à connaître par cœur mon refrain. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec cette vieille classe politique-là. Elle est servile, elle est captive, elle est blancomane, elle est blancophile. Elle est voleuse, elle est corrompue et corruptrice. Elle est mimétiste. Elle imite le blanc dans ses orgies, dans ses extravagances. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec cette vieille classe politique-là. Il n'y a rien, sûrement rien qu'on puisse faire avec l'oligarchie. L'oligarchie veut garder le système. Ce système dans lequel elle ne paye pas d'impôts, elle ne paye pas de taxes. Ce système dans lequel elle transforme Haïti en une espèce d'oligopole. Haïti devient une Bijolinde, une Apedlinde, une Martellilinde, une Beckerlinde et toute cette racaille-là. Le bois calé a fait peur à ces gens-là. Nous devons poursuivre le bois calé, foutre un coup de pied dans la fourmilière, reprendre le contrôle politique de notre pays, reprendre en main notre destin politique. Vous pensez qu'après la sanction de Laurent Lamotte, les politiciens haïtiens vont tirer les leçons et vont dire, écoutez, moi désormais, je ne vais plus chercher à me faire nommer par le blanc, je vais faire une offre de gouvernance à la population, je vais aller chercher son adhésion pour que je dirige avec la population et non pas en étant nommé par l'international. Non, ils n'ont rien compris. Vous allez voir, ils vont continuer à aller faire leur petit tour au département d'État. Ils vont continuer à aller faire leur petit tour dans les diverses ambassades pour que le blanc les voie d'un bon œil, les nomme. J'ai l'impression que la blancomanie de l'homme haïtien, elle est incurable. Putain. Il nous faut changer ce pays, changer le système éducatif haïtien. C'est le système éducatif haïtien qui nous a instillé dans l'esprit cette peur du blanc. Elle persiste même si on est en diaspora. On pense qu'on ne peut rien faire sans la subvention du blanc. Et on ne va pas dire du mal du blanc, même s'il mérite qu'on dise du mal de lui, parce que c'est quand même lui qui nous émet tel permis, qui nous donne telle subvention. Je continuerai de me battre parce que je sais que l'haïtien n'est pas réductible au PHTK. L'haïtien n'est pas réductible à Michel Martelly, à Nesmi Maniga, à Emily Prophète, à Laurent Lamotte, à André Michel. Moi, j'ai connu d'autres haïtiens qui m'ont servi de boussole, qui m'ont servi de guide. Et qui font en sorte que je vais me définir toujours comme un Christophien, comme un Dessalinien, comme un Louverturien, quoi qu'on dise de l'ouverture. C'est un homme qui se tenait droit devant les Blancs et qui n'avait aucun complexe d'infériorité devant eux. Lisez dans mon livre, Toussaint Louverture, un nouveau regard, l'homme, enfin... Je n'ai pas, moi, l'ADN des Martelly, l'ADN des Sophia Martelly, l'ADN des Wilson Lalo. Mon ADN, je le tiens de l'ouverture d'un Dessalines, d'un Christophe. Ce Dessalines qui eut à dire que n'importe comment l'histoire me jugera, pourvu que je délivre mon pays. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite une excellente semaine. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Que périsse Lamotte, que périsse Martelly, que périsse les Wilson Lalo, que périssent les Bidjo et toute cette racaille-là, mais vive le peuple haïtien, le vrai. Celui qui descend de l'ouverture de Dessalines, de Christophe, de Capois-la-Mort, de Tantoya, de Sanit Belair, etc. Bonne semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.